Les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de 3 fois où le football et la politique se sont entremêlés dans l'histoire. On va vraiment revenir sur 3 faits historiques marquants où on a vraiment vu le lien direct entre le football et la géopolitique. On va tout de suite commencer par la première anecdote et on va parler de la Coupe du Monde en Italie en 1934 et là vous allez voir que on est vraiment en plein dedans, on est vraiment en plein dans ce que j'appelle le lien entre le foot et la politique. Alors il faut savoir que la Coupe du Monde 1934 est la deuxième Coupe du Monde de l'histoire, la première qui se dispute en Europe et l'Italie obtient le droit d'organiser cette Coupe du Monde. Et à cette époque-là, l'Italie est dirigée par Benito Mussolini qui est un dictateur italien très connu, un dictateur d'extrême droite qui gouverne l'Italie depuis 1922 et qui décide donc de porter la candidature de l'Italie et il l'obtient. Voilà, la FIFA lui donne le droit d'organiser la Coupe du Monde en Italie puisque à ce moment-là, il y avait une volonté de la FIFA d'établir le football international du côté de l'Europe et l'Italie était le candidat tout désigné. Donc la Coupe du Monde 1934 aura lieu en Italie et Benito Mussolini, qui est un dictateur qui prône le nationalisme, qui prône le fascisme, etc., veut vraiment organiser cette Coupe du Monde pour montrer, pour prouver que le modèle fasciste est le meilleur modèle. D'ailleurs, ça inspirera les nazis 2 ans plus tard qui organiseront les Jeux Olympiques de Berlin. Voilà, c'est pour montrer que le modèle fasciste est le meilleur, que les Italiens sont les meilleurs en sport et pour montrer finalement aux autres pays, aux autres nations, à l'international que l'Italie a le meilleur modèle politique. Alors évidemment, Mussolini reconnaît l'importance d'avoir des relais médiatiques, donc c'est la première Coupe du Monde qui va être vraiment suivie dans le monde entier puisqu'elle est retranscrite à la radio. Il va également développer les moyens de transport pour que les masses, pour que le peuple puisse se déplacer pour aller voir les matchs. Il y aura également la création d'un stade qui s'appellera le stade Mussolini à Turin et donc vraiment on voit que Mussolini déploie un peu ses cartes, qu'il a vraiment envie que cette Coupe du Monde soit à la vue de tout le monde, soit à la portée de tout le monde. Donc comme je l'ai dit, il développe les moyens de communication à travers la radio, il développe les moyens de transport, il développe évidemment aussi cet idéal fasciste. Il veut vraiment que les jeunesses italiennes s'identifient à la sélection nationale. Il y a également l'incorporation de descendants d'immigrés argentins au sein de la sélection pour pouvoir la renforcer. Donc on voit vraiment qu'il y a tout un travail de sape qui est fait par Mussolini. Il y a également quelque chose qui est assez marquant, c'est que les joueurs italiens sont considérés comme des gladiateurs romains par Mussolini. Avant les matchs et après les matchs, les joueurs italiens font un salut fasciste envers Mussolini et Mussolini est un peu là comme un empereur romain. Donc il y a vraiment le parallèle historique entre l'empire romain de l'époque où il y avait les gladiateurs, hein, les tout premiers Jeux Olympiques, etc. Il y avait vraiment les gladiateurs de l'époque qui faisaient des saluts, qui rendaient des hommages à l'empereur, etc., qui faisaient tout pour se faire accepter par l'empereur. Et là, on voit aussi que c'est la même chose par rapport à Mussolini, c'est-à-dire que les joueurs de foot italiens vont vraiment idolâtrer Mussolini et le considérer comme leur dieu, leur empereur, et ils vont vraiment avoir cette volonté de se faire adouber finalement par Benito Mussolini. Alors il faut savoir que Mussolini n'aimait pas le foot, il s'en fichait complètement, il préférait les sports un peu plus nobles tels que l'escrime ou la boxe. Il aurait aimé organiser une Coupe du Monde d'escrime et de boxe, mais ses conseillers lui ont préconisé d'organiser la Coupe du Monde de football parce qu'ils ont très très vite compris l'importance du football et que le football pouvait vraiment réunir toute une population. C'est vraiment les précurseurs de ce que font les politiques aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui beaucoup d'hommes politiques se servir du football alors qu'ils s'en fichent complètement parce qu'ils savent que le foot est un peu l'opium du peuple, que le foot est très populaire auprès de la population et que c'est un moyen d'influence. Et donc Mussolini, même si il détestait vraiment le football parce qu'il considérait que c'était un sport qui a été créé par les Anglais, donc évidemment en tant que nationaliste italien qui se respecte, il déteste toutes les autres nations, et donc on lui a dit que c'était un sport qui pouvait réunir les gens, qui pouvait faire énormément de propagande, qui pouvait prôner la supériorité du modèle fasciste, et donc même s'il méprisait vraiment beaucoup ce sport, eh bien il a été contraint finalement d'organiser la Coupe du Monde de football parce que c'est le sport le plus populaire. Jules Rimet, qui est le créateur de la Coupe du Monde, qui est un Français, en plus déclara sur cette Coupe du Monde-là, le président de la FIFA, c'était Mussolini, c'était lui qui dirigeait. On assiste à énormément de corruption. Évidemment, l'arbitre de la finale entre l'Italie et la Tchécoslovaquie, eh bien, on le verra dans la loge de Mussolini juste avant la finale. Les joueurs tchécoslovaques se sont plaints après la finale que cette finale-là était biaisée et que
Ils ont vu par leurs yeux, ils ont vu de leurs yeux vus l'arbitre finalement se diriger vers la loge de Mussolini. Ils ont tout de suite compris qu'ils allaient perdre la finale parce que ça a été corrompu. Il y a évidemment des matchs qui sont des purges, hein. Il y a un Italie-Espagne notamment où ça se finit avec énormément de cartons rouges, où il y a beaucoup de blessés, où c'est vraiment une boucherie et où l'arbitre ne dit rien sur les fautes des Italiens. Donc voilà, c'est vrai que c'est vraiment un peu une Coupe du Monde de la honte. Évidemment que c'est une Coupe du Monde qui est inscrite, hein, dans le palmarès italien, mais c'est une Coupe du Monde ô combien corrompue, évidemment. Et puis Mussolini foutait une pression monstre aux joueurs italiens avant la finale. Le slogan de Mussolini, c'était de dire c'est la victoire ou la mort. Donc il y avait vraiment une énorme pression sur les joueurs italiens, et donc on se rend compte que le foot et la politique sont liés, parce que là on a vraiment un dictateur, un dirigeant politique qui souhaite que ces idées nationalistes, que ces idées de détestation des autres nations, de modèles fascistes, etc., soient vues dans le monde entier. Et finalement il veut vraiment prôner ce modèle-là, il veut montrer que ce modèle-là est le meilleur. Et donc on a un dictateur, un homme qui s'accapare toute une compétition sportive, donc ça n'a absolument rien à voir à la base, et il s'accapare vraiment toute cette attention médiatique, etc., pour lui, pour son régime, alors qu'à la base il s'en fiche complètement du football, et que le football normalement n'a pas à être aussi politique. Mais Mussolini a très bien compris que le football était un enjeu politique, et donc là on est face à un seul homme qui s'accapare toute l'attention en utilisant des moyens très modernes pour pouvoir mener une campagne de propagande. D'ailleurs, comme je l'ai dit, ça inspirera les nazis 2 ans plus tard. Deuxième histoire, j'ai mes notes évidemment, on passe à l'Argentine 1978, et là on est un peu dans le même contexte que l'Italie en 1934, c'est que l'Argentine en 1978 est sous une dictature depuis 2 ans, depuis mars 1976, le général Videla a pris le pouvoir en Argentine, et donc depuis 2 ans il mène ce qu'on appelle une politique très violente, une politique de répression envers les opposants politiques. C'est ce qu'on appelle la guerre sale. La guerre sale, c'est finalement un moyen de réprimer les opposants, une manière très violente de les réprimer, et c'est une méthode qui a lieu dans plusieurs pays d'Amérique du Sud à cette époque-là. Et donc en Argentine, c'était monnaie courante de voir l'armée, de voir les militaires réprimer très sévèrement dans les rues les opposants politiques. Et donc on est en pleine guerre sale, on est en pleine répression des opposants, et la FIFA, qui fait preuve d'un grand laxisme, décide quand même d'attribuer l'organisation de la Coupe du Monde à l'Argentine. Évidemment que on a eu cette année, lors de la Coupe du Monde au Qatar, beaucoup de personnes qui se sont insurgées du fait que le Qatar et la Coupe du Monde, alors que le Qatar, voilà, il y a eu énormément de polémiques sur le Qatar. Et bien c'était un peu la même chose en 1978 par rapport à l'Argentine. Beaucoup de voix se sont levées, notamment dans la société française, où de nombreuses personnalités politiques ont été très dures envers cette Coupe du Monde, envers l'Argentine, et ont préconisé aux joueurs français de ne pas y aller pour montrer leur opposition. Il y a 2 anecdotes là-dessus. La première anecdote, c'est que Michel Hidalgo, le sélectionneur de l'équipe de France de l'époque, a été kidnappé par des opposants à la dictature de l'Argentine, à la dictature de Videla. Il a été capturé, kidnappé, il a été ligoté dans la forêt, etc. On lui a vraiment mis la pression, on lui a dit qu'il ne devait pas aller en Argentine, que ce n'était pas une bonne chose pour l'image de la France. Donc voilà, on l'a vraiment réprimé plutôt violemment, Michel Hidalgo, en lui foutant la pression et en lui disant qu'il ne devait pas aller à la Coupe du Monde en Argentine. Évidemment qu'il y a réfléchi, parce qu'il s'est clairement fait menacer, il a eu très peur, il a réussi à s'échapper, mais c'est vrai que Michel Hidalgo a eu très peur, et que ces militants-là étaient clairement contre la Coupe du Monde en Argentine. Et donc on voit qu'en France, la violence commençait vraiment à s'élever par rapport à cette Coupe du Monde-là, et que beaucoup de gens ont commencé à se dire que ce n'était pas vraiment une bonne idée que la France y aille. Finalement, la France y est allée. Michel Hidalgo s'est remis de cet épisode un peu compliqué, et finalement l'équipe de France y est allée. Mais c'est vrai que Michel Hidalgo a été clairement choqué par cet événement-là. Et puis la deuxième anecdote, c'est que Johan Cruyff, qui jouait au Barça à cette époque-là, a été également kidnappé. Il a vraiment subi, là aussi il a été kidnappé, il a été emmené quelque part, etc. Il a subi des pressions pour ne pas aller à cette Coupe du Monde en Argentine. Finalement, Johan Cruyff, lui, n'ira pas. Contrairement à Michel Hidalgo, qui a décidé d'y aller avec l'équipe de France, Johan Cruyff n'ira pas à la Coupe du Monde 78, et beaucoup oublient que Johan Cruyff n'a pas disputé la Coupe du Monde 78. Pourtant, les Pays-Bas sont arrivés en finale quand même, mais Cruyff n'a pas été de la partie, puisqu'il a été kidnappé, il a subi des pressions, il a eu peur pour sa famille, et donc il n'y est pas allé. Donc cette Coupe du Monde 78, c'est un peu la Coupe du Monde de la honte, puisque l'Argentine a clairement été favorisée par la FIFA, par l'arbitrage. On a un match notamment face au Pérou, un dernier match de poule, où finalement les 2 derniers matchs de poule qui devaient avoir lieu, il y avait un Brésil-Pologne et un Argentine-Pérou. Les 2 matchs devaient se jouer en même temps pour que les équipes ne soient pas au courant du résultat de l'autre match. Finalement, à la dernière minute, comme par hasard, le match de l'Argentine est décalé, et donc ils savent que ils connaissent le score entre le Brésil et la Pologne, et donc forcément ça devient beaucoup plus facile, parce que tu sais par combien de buts d'écart tu dois gagner, vu que le match a été joué juste avant. Donc ils connaissent le résultat entre le Brésil et la Pologne, et ils savent que, vu qu'ils jouent après, ils savent qu'ils doivent gagner le match avec 4 buts d'écart. Et comme par hasard, l'Argentine s'imposera
s'imposera 6-0, alors que le Pérou était peut-être l'une des meilleures équipes sud-américaines à ce moment-là. Donc évidemment, ça a éveillé beaucoup de soupçons, le fait que l'on décale ce match-là par rapport à l'autre match, et le fait que l'Argentine l'emporte 6-0, alors qu'il devait gagner 4-0 face à une équipe qui était quand même plutôt fort. Donc c'était un peu aussi là le match de la honte. Et c'est vrai que la géopolitique a vraiment pris le pas sur le sportif. C'est ce que dira Michel Hidalgo à la fin de la compétition, c'est que sur cette Coupe du Monde 78, c'était la politique et c'était plus vraiment du football. Et puis le dernier point, c'est qu'à ce moment-là, il faut savoir que lorsque l'Argentine remporte la Coupe du Monde, puisque l'Argentine va finalement remporter la compétition, la première chose à savoir, c'est que c'est Videla, le général, le dictateur argentin, qui viendra lui-même donner le trophée à son capitaine Daniele Passerella, qui est une légende en Argentine. Et puis la deuxième anecdote, c'est qu'à quelques kilomètres du stade monumental, le stade de la finale où l'Argentine s'imposera 3-1 face aux Pays-Bas, eh bien, il y avait des gens qui se faisaient torturer, il y avait des opposants politiques qui subissaient des répressions très sévères, et donc on voit le contraste entre d'un côté un pays très heureux de la victoire de sa sélection nationale, et puis d'un autre côté des gens qui se font torturer. Donc on voit là tout le contraste entre le football et ce qui peut se passer dans un pays en pleine dictature. Et puis la troisième et dernière anecdote, c'est une anecdote qui a un petit lien avec la précédente, puisqu'il est encore question d'Argentine. On va parler de Maradona en 1986. Tout le monde sait que Maradona, face à l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du Monde 86 au Stade Aztec au Mexique, marque deux buts absolument légendaires. Le premier de la main gauche, voilà, incroyable, la main de Dieu, exceptionnelle, une action qui est rentrée dans l'histoire, que tout le monde connaît. Et puis le deuxième but, des dribbles absolument exceptionnels, où il marquera un but en solo, peut-être le plus beau but de l'histoire de la Coupe du Monde. Mais peu de gens savent que 4 ans auparavant, les deux pays, l'Argentine et l'Angleterre, étaient en guerre. La guerre des Malouines, les Malouines, c'est une île au large de l'Amérique du Sud, qui est une île britannique, mais qui est revendiquée depuis des années par l'Argentine. Et pourquoi est-ce que l'Argentine revendique les Malouines? C'est parce que Videla, le dictateur dont je vous parlais précédemment, est arrivé au pouvoir en Argentine en 76 et qu'il a décidé de revendiquer les Malouines pour prôner un nationalisme argentin, un expansionnisme argentin. Il voulait que l'Argentine récupère tous les territoires qui lui appartenaient auparavant et qu'il fallait aller faire la guerre face à l'Angleterre pour les déloger de ces îles-là, les îles des Malouines. Il voulait absolument que l'Argentine s'étende encore plus et que le nationalisme argentin l'emporte. Et donc poussé par Videla, de nombreux militaires argentins, l'armée argentine ira dans les Malouines combattre l'Angleterre pour les sortir de là. Et finalement, il y a eu une guerre qui a duré peut-être plus de 2 mois en 1982. Et il faut savoir que la Coupe du Monde 1982 qui a eu lieu en Espagne, eh bien l'Angleterre avait pensé à la boycotter parce qu'il y avait un contexte géopolitique qui était très compliqué. En 82, on était en pleine guerre des Malouines et la Coupe du Monde en Espagne commençait à ce moment-là. L'Angleterre avait pensé à boycotter la compétition. Finalement, ils seront de la partie, mais Dieu merci, ils n'ont pas eu à jouer l'Argentine. Mais le match face à l'Argentine a eu lieu 4 ans plus tard, en 1986, dans le stade Aztec à Mexico. Et donc, on le voit, hein, il y avait la guerre 4 ans auparavant. Et donc, forcément, les joueurs argentins sont venus avec un petit sentiment de revanche. Parce qu'il faut savoir que la guerre des Malouines de 1982 est un désastre. Beaucoup de soldats argentins sont décédés lors de cette guerre. Et finalement, c'était une guerre plutôt violente, même si elle n'était pas clairement frontale, même si les deux pays ne se sont pas déclarés la guerre. C'était quand même une guerre très violente. Et les joueurs argentins sont vraiment venus avec la vengeance dans les pieds. Ils avaient absolument envie de se venger de ce qu'avaient fait les Anglais à leurs compatriotes argentins. D'ailleurs, Maradona le dira à la fin du match. Ce match était une vengeance. Nous voulions venger nos frères argentins de ce qui s'était passé il y a 4 ans en Malouines. Et donc là, on est vraiment dans le match politique parce qu'il y a eu une guerre 4 ans avant entre les deux pays. Et donc là, en 1986, les deux pays s'affrontent dans la compétition et les joueurs argentins qui ont vu de nombreux compatriotes mourir lors de la guerre des Malouines sous les balles des Anglais ont décidé de venger leurs compatriotes tombés trop tôt finalement. Et donc on a assisté à cette vengeance des Argentins, une vengeance absolument historique. Et donc 4 ans après la guerre des Malouines, les Argentins se sont vengés de la défaite infligée par les Anglais. Donc on voit que les Argentins ont perdu sur le champ de bataille, les Argentins ont perdu de nombreux hommes 4 ans auparavant dans une guerre réelle, et 4 ans plus tard, ils jouent face à l'Angleterre lors d'une compétition sportive, ils l'emportent, et pour eux c'est une vengeance qui vaut autant que la défaite militaire. Donc voilà, on voit vraiment que les deux sont vraiment très très liés. Donc voilà, on voit que le foot et la politique dans l'histoire sont vraiment très très liés. Voilà, c'était 3 anecdotes sur le foot et la politique qui s'entremêlent. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous voulez un autre épisode de la sorte, évidemment, notifiez-le moi, je le ferai avec plaisir. Bonne soirée à vous et merci beaucoup.